J'ai le plaisir d'introduire notre deuxième conférencier ce matin, Denis Bonnet, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Ses travaux concernent la philosophie des sciences, et tout particulièrement la philosophie de l'intelligence artificielle, mais aussi la science des données. Et le titre de sa communication est « Faut-il réfléchir avant de parler ?» ou « Les implications philosophiques du chain of thought ». Bonjour à tous, et puis merci aux organisateurs pour l'invitation. Une des choses que je trouve intéressante dans toutes ces réflexions philosophiques sur l'IA, c'est le fait qu'elle nous amène souvent à réfléchir à la fois à ces machines et puis aussi à nos propres concepts et à la manière dont nous décrivons nos propres interactions. Je pense que c'est quelque chose qu'on a bien vu dans la conférence précédente de Daniel Handler à travers cette élaboration de ce que c'est qu'une discussion et du rapport entre la situation et cette discussion. Et c'est un petit peu le même genre de choses que je voudrais proposer à travers une réflexion sur ce que c'est que réfléchir et voir un petit peu la manière dont la propension ou pas de ces machines à réfléchir peut nous interroger sur ce que c'est aussi pour nous que réfléchir. Donc, du coup, le plan pour ce matin, en fait, je vais m'intéresser à un sujet un petit peu précis, qui est une évolution technologique de CLLM, qui est ce qu'on appelle le chain of thought. Donc, le fait d'avoir des techniques qui font que ces IA au lieu de répondre directement, vont produire des contenus intermédiaires avant de donner leur réponse, donc vont produire une sorte de réflexion. Donc, ça fait partie des évolutions technologiques récentes, et du coup, ma question, en gros, ça va être de dire, est-ce que cette chose-là se prête particulièrement bien ou mieux à une description en termes mentaux? Est-ce que, par exemple, c'est, entre guillemets, l'occasion de dire que ces machines réfléchissent? Donc ça va être... c'est la question, disons, philosophique qui m'intéresse. Je vais commencer par un tout petit peu de contexte pour expliquer pourquoi est-ce que cette histoire de chain of thought est importante aujourd'hui, à la fois techniquement et conceptuellement. Je rentrerai un petit peu dans les détails de ce que c'est, de comment ça marche, et puis ensuite je reviendrai à cette question de est-ce que le chain of thought c'est vraiment une forme de réflexion. Donc, un peu de contexte pour commencer. Comme c'est déjà apparu dans l'exposé de Daniel, il y a un certain nombre d'objections standards contre le fait de décrire ce que font ces IA en termes mentaux. Il y a la fameuse objection du perroquet, qui consiste à dire que les LLM ne produisent pas vraiment des contenus, ils se contentent de recracher de répéter ce qu'ils ont entendu, un peu comme un perroquet. Il y a une deuxième objection qui consiste à dire, qui est un peu différente, qui consiste à dire, même si on n'est pas convaincu par l'objection du perroquet, même s'ils ont une forme de maîtrise du langage, ils sont quand même très bizarres parce qu'ils maîtrisent que le langage. Et donc, c'est des êtres qui sont un peu plats d'un point de vue cognitif, parce que, et on en parlait juste avant, ils n'ont pas vraiment de mémoire, ils n'ont pas vraiment de volonté, etc. C'est comme si on essayait de faire une personne juste avec un module linguistique, et l'idée qu'ils sont comme ça, en quelque sorte, plats du point de vue cognitif, évidemment, éveille le soupçon quant à la réalité de leur agentivité, de leur personnalité, etc. Et puis il y a une troisième objection qui consiste à dire, même si on leur attribue une forme de maîtrise du langage, indépendamment du fait qu'il ne s'agit jamais là que de langage, cette maîtrise est nécessairement limitée quant à sa signification par le fait qu'ils sont déconnectés, au sens où simplement ils n'ont pas de contact avec le monde.
Donc, en gros, je pense que l'objection du perroquet, l'objection de la platitude, l'objection de la déconnexion, c'est aujourd'hui, sous une forme ou sous une autre, les trois grandes familles d'objections qui visent à dire que quand on décrit ce que fait une IA en termes mentaux, eh ben, on s'exprime soit de manière fausse, soit de manière imagée. Cette objection de la platitude, qui consiste à dire, même si on leur accorde la maîtrise du langage, au mieux, c'est des êtres cognitivement très bizarres et très limités, parce que c'est des entités purement linguistiques, elle est assez intéressante pour deux raisons. D'une part, parce que ça pointe vers, je pense, une vraie bizarrerie ou une vraie difficulté dans nos attributions d'agentivité, parce que c'est vrai que quand on dialogue avec eux, comme l'évoquait Daniel, etc., on leur attribue plein de choses qui vont au-delà de la simple capacité linguistique. Et puis, d'autre part, c'est intéressant parce que c'est précisément quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui avec l'étape la nouvelle étape technologique qui consiste, comme l'évoquait là aussi Daniel, à passer de ces simples LLM à des agents ou à des compagnons. Et donc c'est intéressant parce que c'est à la fois une objection qui est importante d'un point de vue conceptuel, et c'est aussi une des objections sur lesquelles, d'un point de vue empirique, les évolutions de la technologie aujourd'hui vont porter. C'est quoi cette histoire d'IA agent? Donc effectivement, aujourd'hui, c'est la hype actuelle qui consiste à dire on va vous vendre des compagnons, des agents, etc. L'idée, en gros, c'est de dire que la technologie les LLM restent la technologie fondamentale, mais ce qui va changer, c'est qu'au lieu d'avoir simplement ce schéma un peu plat de l'utilisateur qui interagit avec le LLM se transforme en une sorte de chef d'orchestre qui va être capable de dialoguer comme précédemment avec l'utilisateur, mais aussi d'interagir avec un ensemble d'autres modules. Par exemple, avec des modules perceptifs, il va être capable de voir et d'entendre. Par exemple, avec des modules externes, il va être capable de déclencher des actions, d'aller sur Internet, d'effectuer des actions sur des sites, de déclencher ou bien de déclencher des processus mécaniques. Il va aussi être équipé, par exemple, d'une mémoire externe, on l'évoquait tout à l'heure, et donc il ne sera plus dans cette logique d'instantanéité qu'on évoquait, où il va être équipé d'un module de planification. Il aura des buts qu'il sera capable d'éditer, etc. Et dernier trait de ces agents, c'est le fait de pouvoir de faire en sorte que le LLM, en quelque sorte, interagit avec lui-même et est capable de réfléchir. Donc, ce passage des LLM aux agents IA, qui consiste à transformer, qui repose toujours sur la théorie du LLM, mais consiste à les faire jouer ce rôle de chef d'orchestre, c'est un changement qui est qui est aussi assez important conceptuellement, comme le remarque Cameron Buckner dans un article récent, puisqu'il dit finalement ça amène à reposer un peu différemment la question du rôle des LLM dans le fait d'atteindre la fameuse intelligence générale, au sens où l'idée, ce ne serait pas tellement de savoir si le LLM lui-même est capable d'arriver jusque-là, mais plutôt si le LLM peut jouer le rôle d'un composant crucial au sein d'une architecture cognitive qui va permettre d'atteindre ce niveau-là.
Et donc c'est intéressant parce que cette étape actuelle de l'intelligence artificielle, elle voit aussi ressurgir un certain nombre de caractéristiques de l'IA des années, de l'IA symbolique des années 60-70, au sens où on va dire, ben voilà, il faut penser une architecture cognitive, un module de mémoire, un module de feedback, etc. Et tout ça va être orchestré par le LLM, avec l'idée sur laquelle les représentations linguistiques ou quasi-linguistiques du LLM sont précisément bien faites ont les bonnes propriétés pour jouer ce rôle d'intermédiaire et d'organisation entre les différents modules. Et parmi toutes ces évolutions des agents IA, il y en a une en particulier que je trouve intéressante, c'est précisément cette capacité du LLM à sortir de certaines formes de platitude dans la réponse, qui consiste à répondre directement, mais au contraire à élaborer sa réponse et à produire un certain nombre de contenus qui sont purement instrumentaux pour lui permettre, dans un deuxième temps, dans un second temps, de répondre vraiment. Donc c'est un petit peu différent d'autres aspects de l'agentivité, au sens où ce n'est pas un module externe, mais ça participe de ce développement technologique qui consiste à sortir de cette platitude d'une machine dont la seule capacité, c'est de directement produire des outputs linguistiques suite à une interaction. Et donc, c'est pour ça que je voudrais développer un petit peu une analyse conceptuelle autour de cette capacité-là, qui, à mon sens, fait partie des capacités intéressantes qui amènent à voir un petit peu autrement la question des descriptions des IA en termes mentaux, dans ce contexte plus général des agents IA. Donc ça, c'était pour le contexte. Maintenant, sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de chain of thought. Donc, au départ, en fait, c'est une façon d'interroger ou de prompter, comme on dit aujourd'hui, les LLM. Les gens se sont rendus compte, en fait, très empiriquement, que quand on demandait au LLM de raisonner étape par étape avant de répondre, on obtenait de meilleurs résultats que si on le demandait de répondre directement. Donc c'est voilà, une sorte de découverte qui est apparue un petit peu informellement chez les utilisateurs, et Jason Wei, dans un article assez important de 2023, avec ses co-auteurs, a montré que de manière très systématique, ça améliorait les performances. Donc il y a plusieurs manières de leur faire réfléchir comme ça. Dans l'exemple de Wei, ici, ils ont un petit problème arithmétique simple. Voilà, donc c'est typiquement des maths de collège, je sais pas, de 5e, on va dire. Roger a 5 balles, il achète 2 paquets supplémentaires, chaque paquet contient 3 balles de tennis. Maintenant, combien est-ce qu'il a de balles? Donc là, c'est un exemple qu'on lui donne, on dit la réponse est 11, et puis après on lui pose une autre question avec le même genre de petit problème, et on lui demande de répondre, maintenant qu'il a compris qu'il doit donner une réponse numérique. Et là, il se trompe. Et la version de Chain of Thought, c'est le même genre de petit problème arithmétique, mais cette fois, on lui dit, en fait, ta réponse, elle doit reconstituer le raisonnement. Donc au départ, il avait 5 balles de tennis et il a acheté 2 paquets de 3. 2 fois 3, ça fait 6. Donc maintenant, il en a 5 plus 6, ça fait 11. Donc la réponse est 11. On lui donne ça comme modèle de réponse. Et puis après, on lui donne un nouveau petit problème de maths. Et cette fois, il est capable de donner la bonne réponse après avoir produit le mini-raisonnement arithmétique qui amène à la bonne réponse. Donc on peut faire comme ça en lui donnant des modèles, on peut aussi, à la place ou en plus, lui donner simplement cette instruction consistant à dire, voilà, raisonne étape par étape avant
de donner ta réponse. Et donc, Wei et ses collègues ont montré que pour tout un ensemble de problèmes mathématiques, mais pas seulement, le fait de faire comme ça améliorait nettement les performances, quel que soit d'ailleurs le LLM dont on part au départ, pourvu, et ça c'est important conceptuellement, qu'il soit suffisamment gros, et donc là c'est ce que vous voyez sur le graphe à gauche, qui est que quand on part de modèles soit un modèle GPT comme OpenAI, les modèles de Facebook, etc., s'ils n'ont pas beaucoup de paramètres, le fait de leur demander de réfléchir, ça ne les aide pas à mieux répondre, mais plus ils sont gros, donc plus on est à droite de l'axe, plus le fait de leur demander de réfléchir produit un écart entre leur performance avec réflexion versus leur performance sans réflexion. C'est les deux courbes que vous avez sur les petits graphiques. Et donc, assez rapidement, parmi toutes les techniques que les gens utilisent pour obtenir de meilleurs résultats, ce chain of thought s'est imposé comme une des stars, en quelque sorte, du prompt engineering, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça améliore les performances, typiquement sur le genre de tâches complexes où ces IA étaient un peu décevantes. En plus, c'est sympathique parce que, à tort ou à raison, on y reviendra, on a l'impression de comprendre du coup comment est-ce qu'ils sont arrivés à leurs résultats, c'est-à-dire comme le modèle vous donne un raisonnement, du coup vous pouvez interpréter ce qu'il a fait. En plus, cette technique, elle est transversale, ça marche pour les maths, ça marche pour la programmation, ça marche aussi pour des tâches de planification. Et puis, elle est générale, dès que vous avez des gros modèles, quelles que soient les spécificités du LLM en question, ça va marcher. Du coup, parmi toutes les façons de bien prompter le LLM, celle-ci est apparue tellement, en quelque sorte, importante et efficace pour améliorer les résultats, qu'assez rapidement, les gens se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire des LLM qui vont en quelque sorte nativement intégrer cette capacité? Et c'est ce qui a donné lieu à la génération de LLM qui est apparue à l'automne 2024, et par exemple O1 d'OpenAI, des modèles qui nativement vont réfléchir avant de donner la réponse, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de lui donner cette indication, soit avec un exemple, soit en lui demandant de réfléchir step by step. Il a été, on va voir ce que ça veut dire, construit pour faire ça en quelque sorte de lui-même, ce qui lui permet spontanément de donner de meilleures réponses. Et puis surtout, comme il a été construit pour faire ça, ça permet en plus d'optimiser les vertus de ce chain of thought. Donc, j'avais joué un petit peu le même jeu que Daniel en vous donnant un exemple de ce que ça donne. Donc là, par exemple, on lui demande c'était mon dernier sujet que j'ai donné à mes étudiants dans Philo de l'esprit, prendre conscience, et vous lui demandez de faire une dissertation sur ce sujet-là. Et vous pourrez observer que si vous utilisez un modèle avec chain of thought, comme c'est une tâche complexe, où il faut prendre un peu de recul, où il faut réfléchir, où il faut être un peu créatif dans la problématisation, typiquement, le résultat que vous allez obtenir avec un modèle comme ça va être bien meilleur, qualitativement, intuitivement, qu'avec un modèle sans chain of thought natif. Voilà, donc vous voyez, il fait ça assez bien. Dans le silence assourdissant d'un wagon de métro, plongé dans la torpeur matinale, un voyageur relève soudain les yeux. L'écran de son téléphone, qu'il faisait défiler machinalement, s'est figé sur une information qu'il croyait connaître sans vraiment y penser, l'heure. Il réalise, trop tard, qu'il vient de laisser passer sa station. Le trajet qu'il parcourt chaque jour sans y prêter attention bascule alors dans la conscience explicite, parcours, environnement, intention, et même battements cardiaques se mettent à exister autrement, comme si le monde se redessinait sous l'effet d'un éclair microscopique. Cette brève secousse révèle une tension. Prendre conscience semble à la fois désigner un éveil involontaire, on se rend compte, et en acte accompli, on prend l'initiative d'être conscient. Et ensuite, sur cette base-là, il va
sur la base de l'analyse d'exemple dans l'accroche, il va bien problématiser. Le syntagme « prendre conscience », unit curieusement une activité, prendre, et ce qu'on associe volontiers à la passivité d'en apparaître, la conscience. S'agit-il d'un simple dévoilement de données, déjà là, que seule la lumière de l'attention viendrait révéler, ou bien l'acte de prendre conscience transforme-t-il son objet, et du même coup, le sujet qui en devient l'auteur? Et il aboutit à sa problématique. Comment l'acte de prendre conscience, comment comprendre l'acte de prendre conscience? Est-il le simple accueil d'une évidence jusque-là inaperçue, ou contribue-t-il à constituer cette évidence en la remodelant et en nous remodelant nous-mêmes? Donc, typiquement, c'est assez clairement au niveau d'un étudiant, enfin, en tout cas de mes étudiants de licence, et donc ça illustre bien le gain qu'on observe sur ces modèles dotés de réflexion. Comment est-ce que ça marche? C'est quelque chose qui maintenant est bien connu dans le cas d'un LLM brut, donc des versions sans chain of thought. Vous avez dans un premier temps cet entraînement sur une masse de données linguistiques par masquage, où on leur demande simplement de deviner le mot qu'on a masqué. Et puis après, il y a une deuxième étape où on fait appel à des annotations humaines et où on va cette fois aligner leurs réponses avec nos desiderata en termes de valeur, de safety, etc. Donc, tous les LLM, ils sont entraînés comme ça en deux phases, la phase massive de pré-training et une deuxième phase d'alignement, pour faire en sorte que leurs réponses correspondent au genre la forme que nous, humains, on apprécie pour une réponse dans une discussion. Dans les versions avec Chain of Thought intégrée, l'idée c'est que dans l'entraînement, on va ajouter une étape intermédiaire qu'on appelle post-training entre l'alignement et le pré-training, et on va ajouter donc une étape de post-training qui va consister à leur apprendre spécifiquement à réfléchir avant de parler, c'est-à-dire à produire des contenus qui permettent d'optimiser la réponse qui va venir. Donc là, la différence, c'est qu'au lieu d'être simplement vous qui promptez, c'est intégrer à la phase d'entraînement du modèle où on l'entraîne à produire des résultats intermédiaires en optimisant les réponses. Et spontanément, à peu près tout le monde, et certainement toutes les compagnies qui commercialisent ces modèles, décrivent cette chose-là en termes mentaux. Si vous utilisez ChatGPT, on va vous dire « Ah, thinking, thought for 27 seconds ». Si vous utilisez Anthropic, leur nouveau modèle avec Chain of Thought qui date de février, je crois, donc leur famille de modèles s'appelle Sonnet, et donc c'est le sonnet qui pense. Et puis, de la même manière, les Chinois de DeepSeek parlent de modèles qui raisonnent. Donc, très spontanément, tout ça est décrit en termes mentaux. Après avoir posé comme ça le paysage, enfin, après avoir posé le décor un peu longuement, ma question, elle est toute simple, elle est qu'est-ce qu'il faut penser de cette description-là en termes mentaux, c'est-à-dire est-ce qu'on a de bonnes raisons de considérer que le LLM réfléchit avant de répondre? Alors, poser la question comme ça, c'est déjà quelque chose qui est assez engageant d'un point de vue conceptuel, parce que c'est l'idée qu'on peut séparer certains aspects de la description, d'une description en termes mentaux, du fait de considérer au global l'entité comme disposée de mentalité. C'est-à-dire, là, je choisis de poser la question de savoir si on peut dire de ces modèles qui réfléchissent avant de répondre, indépendamment de la question plus générale de savoir si on peut décrire ces modèles comme des agents, comme doués d'intention, etc. On pourrait tout à fait ne pas être d'accord avec ça et dire que ça ne fait pas sens de saucissonner de cette façon les attributions de mentalité.
Néanmoins, ça me semble intéressant, en tout cas au sens où, précisément, ce qui change avec les IA, c'est que on a ce côté bout par bout ou morceau par morceau des comportements mentaux, des comportements intentionnels. C'est-à-dire sans doute que personne aujourd'hui spontanément va dire bah voilà, c'est des machines qui pensent, qui sont conscientes, etc. Mais en même temps, tout le monde spontanément va leur attribuer certains types de comportements intentionnels pour dire que bah voilà, ils imaginent des choses, ils résument des textes, etc. Et donc je pense que c'est intéressant de, en tout cas voilà, méthodologiquement, de jouer le jeu de cette approche morceau par morceau de la mentalité et de dire, bah voilà, ok, peut-être que chez les humains, le fait de réfléchir avant de répondre, c'est juste une conséquence du fait plus général de penser, etc. Mais indépendamment de ça, est-ce que ça peut faire sens et pourquoi de dire que des machines qui ne sont pas conscientes, ne pensent pas, etc., ont ce petit bout de mentalité. Donc et je pense qu'on peut faire ça aussi de manière féconde sur d'autres aspects, notamment liés à la création dont on parlera demain. Alors, ok, si on accepte de détacher comme ça le problème, comment est-ce qu'on peut y répondre ? On peut y répondre de manière comportementale. On va dire que le LLM réfléchit avant de répondre s'il se comporte comme quelqu'un qui réfléchit. De manière phénoménale, on peut dire réfléchit avant de répondre s'il a une expérience de réflexion. Ou on pourrait avoir une approche fonctionnelle, comme celle qu'évoquait Daniel, en disant ben voilà, réfléchir avant de répondre, c'est exercer une certaine fonction cognitive, et le LLM réfléchit avant de répondre s'il implémente la fonction en question. Bon, l'approche phénoménale, évidemment, comme on n'est pas dans la tête du LLM, c'est un peu un non-starter. L'approche comportementale, elle peut être critiquée en principe pour plein de raisons liées à la critique du behaviorisme. Dans ce cas particulier, elle est en plus spécialement problématique parce que qu'est-ce que fait quelqu'un qui réfléchit avant de répondre ? Il peut faire ou alors il peut dire attends, je réfléchis. Enfin, il peut faire plein de choses qui sont très très faciles à simuler sans que ce soit évidemment le signe de quoi que ce soit. Et vous avez des manières très simples d'humaniser des LLM qui n'implémentent pas du tout de chain of thought, simplement en disant ah bah voilà, le modèle réfléchi va vous répondre bientôt. Donc tout ça justifie, en général, ces approches fonctionnelles sont séduisantes pour plein de questions, mais pour plein de raisons. Mais là, dans le cas particulier de ce que ça veut dire que réfléchir avant de répondre, c'est particulièrement, ça s'impose sans doute particulièrement. Alors, si on devait analyser de manière fonctionnelle ce que ça veut dire pour une certaine entité qui répond à des questions, d'avoir cette capacité de réfléchir avant de répondre, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans la description fonctionnelle ? Bon, en première intention, j'ai envie de dire qu'il y a deux choses. D'une part, elle doit engendrer un certain nombre d'expressions linguistiques en amont de sa réponse, et le fait de les engendrer doit lui permettre de mieux répondre qu'elle ne l'aurait fait sinon. C'est-à-dire elle doit engendrer des expressions pour pouvoir mieux répondre. On pourrait contester le fait que la réflexion soit forcément de nature linguistique. Peut-être qu'il y a des façons de réfléchir qui sont infralinguistiques, et on pourrait aussi questionner questionner la nature des représentations linguistiques en question. Est-ce que c'est dans des langues humaines? Est-ce que c'est dans une langue mentale, etc. Je vais, pour simplifier, je vais m'accorder ces hypothèses et m'accorder que pour réfléchir avant de répondre, il faut effectivement qu'il y ait une production d'expressions qui soit, au sens large, de nature linguistique et qui soit dirigée vers la performance. Mais
même si on dit ça, ça suffit peut-être pas, parce que, après tout, il peut y avoir des représentations linguistiques qui sont utiles et qui sont pas très réfléchies. Donc, par exemple, si vous entendez juste le LLM dire est-ce qu'il réfléchit vraiment, est-ce que vous avez vraiment envie de dire plutôt qu'il réfléchit, c'est pas clair. C'est d'autant plus problématique que le fait de lui faire dire avant de répondre, ça améliore les performances. Donc, il y a un article assez important autour de ces questions de l'interprétation du chain of thought qui évoquait également, Daniel, qui évoquait beaucoup de choses. C'est un article de 2024 qui s'appelle Let's Think Dot by Dot, où les auteurs montrent qu'en demandant au LLM simplement de produire des choses du genre ou 3 petits points, ça améliore déjà les performances. Si, donc c'est des expressions linguistiques, mais ça semble être un petit peu en deçà de ce qu'on attend, de ce qu'on entend par le fait de produire une véritable réflexion qui permet de mieux répondre. Donc du coup, on pourrait dire faut que ce soit de vraies réflexions. Donc, il faut que ce soit interprétable et il faut que, d'une certaine manière, ces réflexions amènent à la réponse. Ce serait une description fonctionnelle un petit peu enrichie. Et donc, de fait, dans les exemples que je montrais tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vous avez des expressions linguistiques qui sont interprétables et qui constituent une forme de déduction qui amène à la conclusion du raisonnement arithmétique. Mais dans ces cas-là, c'est presque un peu trop parfait, au sens où réfléchir avant de répondre, c'est pas vraiment juste déduire la réponse, c'est plutôt se lancer dans un processus qui va permettre de trouver la réponse. Pour réutiliser une vieille distinction épistémologique, réfléchir avant de répondre, on n'est pas juste dans la logique de la preuve, on est aussi dans la logique de la découverte. Ça doit jouer un rôle instrumental de création d'hypothèses, d'exploration de chemins, etc., qui mènent à la réponse. Sinon, c'est juste demander de rédiger une preuve et c'est pas vraiment réfléchir. Du coup, on aboutirait à une description fonctionnelle un peu plus riche qui consisterait à dire qu'une entité qui répond à des questions a cette capacité de réfléchir avant de répondre. Si elle engendre des expressions linguistiques en amont de sa réponse, pour mieux répondre qu'elle ne l'aurait fait sinon, et que ces expressions sont interprétables, amènent à la réponse donnée, et aussi ont une valeur heuristique. Donc c'est ça que je proposerais comme la description fonctionnelle à utiliser comme test pour savoir si ces modèles réfléchissent avant de répondre ou pas. Vous remarquerez que j'ai soigneusement évité de parler de causalité, et on pourrait dire, mais en fait, non, il ne faut pas juste qu'il y ait des réflexions qui soient produites, il faut que ces réflexions, elles causent ou qu'elles causent la réponse qui est donnée. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'ajouter un critère causal, c'est-à-dire on n'a pas juste un processus interne qui émet on n'a pas juste un processus interne qui émet ces sortes de réflexions avant le résultat final, mais on a un processus interne qui produit ces réflexions, et ces réflexions causent ensuite directement le résultat final. Est-ce que c'est une bonne idée d'ajouter ce genre de critères ou de contraintes ? Je ne suis pas sûr, déjà parce que c'est évidemment pas du tout clair que nous-mêmes, ça se passe comme ça. C'est-à-dire dans nos réflexions avant de produire la réponse, le fait de produire ces réflexions, ça nous aide à arriver à la réponse, mais c'est pas sûr que ce soit réellement ça qui cause la réponse. Peut-être qu'il y a simplement des processus sous-jacents qui vont causer la réponse, qui vont produire la réponse finale, et le fait de forcer ces processus à expliciter les réponses intermédiaires va améliorer la qualité de ces processus. Donc même chez les humains, c'est pas du tout clair qu'on ait envie d'interpréter en termes causaux les réflexions qu'on peut faire avant de parler, quand on réfléchit avant de parler. Du coup, pas de contrainte causale. Donc,
si on adopte cette approche fonctionnelle, est-ce qu'elle s'applique bien au modèle en question? Est-ce qu'ils engendrent des expressions linguistiques pour mieux répondre? Et bien donc là, oui, effectivement, typiquement, on a bien une sélection fonctionnelle des paramètres du modèle qui sont optimisés pour réaliser cette fonction. C'est-à-dire que dans la phase de post-training, quelle que soit la manière dont est fait ce post-training, il y a effectivement une sélection de propriétés du modèle pour qu'il réalise cette fonction qui améliore les réponses sur la base de production intermédiaire. Est-ce que les critères d'interprétabilité et de cheminement logique jusqu'à la réponse sont satisfaits? Pour le coup, c'est une question empirique. Il faudrait regarder les modèles un par un. Mais de façon intéressante, parmi les manières qu'il peut y avoir de réaliser ce post-training, il y en a qui reposent précisément sur le fait d'optimiser non seulement le résultat lui-même, mais d'optimiser le processus. Et donc ça, c'est un article assez important des gens d'OpenAI de 2023, donc avant qu'ils sortent O1 et les modèles qui résonnent, qui s'appelle Let's Verify Step by Step, où ils ont l'idée de créer des fonctions d'évaluation pour ces phases d'entraînement, qui soient des évaluations, pas juste sur les résultats, mais sur le processus lui-même. Et donc, ils vont demander à des annotateurs humains d'évaluer les différentes étapes pour elles-mêmes et dans leur succession logique. Et ils vont construire un LLM de notation qui apprend de ces annotations humaines qu'est-ce que c'est qu'un bon processus de réflexion. Et ils vont utiliser ce LLM qui est une sorte d'évaluateur de la pensée, de la réflexion pour répondre, pour entraîner les LLM. Comme souvent chez OpenAI, quand ils se rendent compte qu'ils ont eu vraiment une bonne idée, ils arrêtent d'en parler. Et donc, il n'y a pas de suite en fait à cet article de 2023, puisqu'évidemment, ils n'ont pas souhaité révéler la manière dont cet évaluateur de processus était implémenté pour l'entraînement de O1. Voilà. C'est un article qui est notamment écrit par Ilya Sutskever, qui est un peu le... si Sam Altman est le jumeau maléfique, Sutskever, c'est le jumeau bénéfique, donc c'est lui qui est derrière pas mal de créations techniques, de bonnes idées d'OpenAI, et c'est lui qui avait essayé de renverser Sam Altman, et qui avait échoué il y a peu avant la sortie d'O1. Donc, effectivement, dans l'entraînement lui-même, il peut y avoir une optimisation non seulement du résultat, mais du processus qui amène, du processus explicité qui amène au résultat. Troisième condition, l'idée de valeur heuristique, ça ne permet pas juste de déduire le résultat, mais ça joue un rôle de découverte des façons possibles d'arriver au résultat. Là encore, de façon significative, il y a des techniques d'entraînement au chain of thought qui reposent sur une forme d'exploration des possibilités de démonstration. Donc, une de ces techniques a été développée chez Google, ça s'appelle Tree of Thoughts. Et donc, en gros, ils avaient commencé avec AlphaZero à faire un réseau de neurones qui joue très bien aux échecs et au Go. Et un des secrets d'AlphaZero, c'était une optimisation via le réseau de neurones des techniques de search. Et donc, en gros, au lieu d'avoir une approche un peu brutale d'évaluation de toutes les positions, ce qui faisait la supériorité de l'approche en termes de réseau de neurones, c'était qu'ils entraînaient le réseau de neurones à comprendre quelles sont les positions qui valaient le coup de creuser. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi une machine qu'ils ont réussi à faire un réseau qui non seulement est meilleur que les humains aux échecs, mais aussi aux jeux de Go. Et en fait, ils ont transposé ces optimisations neuronales des stratégies de search, des jeux de plateau, au LLM, en entraînant les LLM à réfléchir sous la forme d'optimisation de stratégies de search de solutions. Et donc, c'est explicitement fait pour sélectionner des réflexions qui amènent à un meilleur résultat
mais sur la base de réflexions qui doivent avoir une valeur heuristique, qui prennent la forme d'une exploration des manières possibles d'arriver au résultat. Donc, voilà en gros les différents types de techniques qui peuvent être utilisées pour sélectionner cette fonction de réflexion dans les modèles. Mais là, vous pourriez dire finalement ça marche presque trop bien, parce que ce que nous, on pense faire partie de réfléchir avant de parler, finalement, on force les modèles à le faire. Et peut-être que quand vous faites comme OpenAI, ou quand vous faites comme les gens de DeepMind, en fait, vous demandez à ces modèles de simuler la façon dont nous, on réfléchit avant de parler, et vous vous rendez compte que cette simulation améliore les performances, mais peut-être que ceci est relativement indépendant du fait que vous leur avez demandé de simuler notre façon à nous de faire. Donc, autrement dit, on pourrait trouver ça un tout petit peu louche dans l'implémentation de la fonction, le fait qu'on ait forcé le fait que cette implémentation prenne la forme que prend chez nous la réflexion quand on réfléchit avant de parler. Et de ce point de vue-là, à la fois conceptuellement, économiquement et technologiquement, l'arrivée de DeepSeek a été une grande surprise et un grand bouleversement pour tout le monde, parce que, en fait, ce que DeepSeek a montré, donc l'entreprise chinoise qui a été responsable du mini-crack boursier sur les valeurs technologiques aux États-Unis, ce qu'ont fait les gens de DeepSeek, en fait, c'est qu'ils ont montré qu'on n'avait pas besoin de faire tout ça, qu'on n'avait pas besoin de forcer les modèles à prendre des chemins de réflexion qui ressemblent aux nôtres, qu'en fait, si on les forçait à réfléchir et à trouver leur propre manière de réfléchir, en fait, ça suffisait à faire en sorte qu'ils améliorent leur performance sans les guider sur la forme de la réflexion, et ça suffisait en fait pour que spontanément, ils adoptent des formes de réflexion qui satisfont précisément ces propriétés-là. Donc en fait, ce qu'a fait DeepSeek, c'est qu'ils ont simplement fait du reinforcement learning en disant, bah voilà, j'ai mon modèle de base et qui est capable de répondre à des questions, et maintenant je lui demande de répondre à des questions, forcément en prenant cette forme-là, think, reasoning process here, et maintenant la réponse. Et le modèle est récompensé uniquement sur la correction de la réponse, le fait de respecter le format, c'est-à-dire d'avoir vraiment un reasoning process avant, et sur le fait de produire des énoncés qui sont des énoncés cohérents dans une seule langue, etc. On fait rien pour le guider plus que ça, comme dans les versions précédentes, et en fait, c'est tellement utile de réfléchir avant de répondre que parce qu'on le force à réfléchir avant de répondre, il va adopter un format de réflexion qui a bien ses propriétés en termes d'interprétabilité, d'amener à la réponse donnée et de vertus heuristiques. Donc il y a plein de propriétés marrantes dans l'entraînement à la façon de DeepSeek. Donc vous voyez notamment qu'au fil de l'entraînement, le temps de réflexion augmente. Donc en fait, il se rend compte tout seul que pour produire de meilleures réponses, il faut qu'il prenne un peu plus de tokens pour réfléchir. Et puis surtout, il développe des formes de réflexion, et ça c'est vraiment impressionnant, qui ont cette démarche, qui ont ces propriétés heuristiques. Par exemple, le fait d'être capable de faire des pauses dans son raisonnement pour évaluer la qualité de ce qui a été accompli et décider de garder ou de jeter. Et donc là, c'est un exemple de raisonnement intermédiaire produit par DeepSeek. Donc il est en train d'essayer de démontrer un petit résultat arithmétique à propos des solutions réelles d'une équation. Il a reformulé l'équation en passant les trucs au carré et en réarrangeant, et il obtient une expression qui va effectivement permettre de résoudre le problème de manière beaucoup plus facile qu'avec la forme initiale de l'équation. Et il se rend compte qu'il a fait du bon boulot et il dit « Wait, that's an aha moment I can flag here ». Et donc, en fait, dans son processus de réflexion, il a intégré des étapes qui, au sens strict, sont des étapes qu'on appellerait réflexives, d'auto-évaluation de la qualité du processus, alors même
que tout ça n'est pas du tout spécifié dans l'entraînement, parce qu'il n'y a pas du tout les espèces de béquilles qu'il y avait, enfin le côté dirigé qu'il y avait dans les approches d'OpenAI ou de DeepMind. Et c'est donc intéressant, donc ça a été, c'était intéressant d'un point de vue technologique, parce que ça montrait qu'on pouvait faire de façon beaucoup plus simple et moins coûteuse ce qu'avait fait OpenAI ou Google. Mais c'est aussi intéressant d'un point de vue, et ça a beaucoup inquiété évidemment les gens, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue conceptuel, parce que ça montre en fait que ces propriétés qui sont des propriétés attendues de thinking before talking, la valeur heuristique, l'interprétabilité, le caractère logique du raisonnement, en fait, c'est des propriétés qui sont des propriétés émergentes de la sélection d'une fonction de réflexion, même en l'absence de guidage explicite vers ces propriétés-là, en fait. Voilà. Donc, ce que je vous ai présenté, en fait, pour être totalement correct, c'est une sorte de version un peu simplifiée du modèle de DeepSeek. Pour que ça marche vraiment bien, il faut rajouter un certain nombre d'étapes. Mais en gros, l'idée je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en gros, l'idée importante, en fait, c'est que quand on sélectionne une fonction de réflexion par apprentissage, par renforcement, en fait, on va voir émerger au sein de ces gros LLM, ça marche que s'ils sont gros, on va voir émerger des propriétés, des outputs intermédiaires, des tokens produits dans le processus de réflexion, qui sont les propriétés que spontanément on associerait à une fonction de réflexion. Daniel évoquait la question de savoir si ces processus ils peuvent être interprétés de manière causale. Et donc, volontairement, je ne l'ai pas inclus dans ma définition, parce que je pense que même chez les humains, il n'y a pas de raison de l'inclure dans la définition. Au-delà de l'aspect causal au sens strict, on pourrait poser une question un peu différente, qui est de savoir si ces processus si les tokens intermédiaires informent sur le processus interne, ce qui n'est pas la même chose que vraiment causer le processus interne. Donc c'est la question de la fidélité du process output relativement au processus interne. Et il y a pas mal de travaux là-dessus. En gros, l'idée, c'est qu'il y a une fidélité, mais c'est une fidélité qui est relative. C'est-à-dire qu'il donne souvent des informations pertinentes, mais pas toujours, et parfois ils peuvent, y compris, se tromper ou bien nous tromper. Donc, cette réflexion intermédiaire, elle est cruciale pour le fait d'améliorer les performances. Elle donne des informations sur le processus sous-jacent, pour autant elle ne garantit pas une forme de transparence ou d'interprétabilité du processus sous-jacent. Donc, pour conclure, cette histoire de chain of thought, j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un bon exemple du fait que les évolutions technologiques autour des LLM consistent précisément à leur faire acquérir des fonctions qui sont typiquement des fonctions mentales, des fonctions qui correspondent à de petits bouts de processus qu'on a envie de décrire en termes mentaux, comme réfléchir avant de répondre. Et du coup, peut-être qu'une manière d'aborder ces questions sur est-ce qu'ils sont intentionnels, est-ce qu'ils ont un esprit, etc., plutôt que de le faire au niveau global, ça peut être de le faire au niveau global de tel ou tel type d'activité mentale. Et à mon sens, réfléchir avant de répondre, c'est un bon exemple de ça. Merci.